Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entreprise, la chaîne où on prend le temps d'interviewer des entrepreneurs et des entrepreneuses en Bretagne. Aujourd'hui, nous avons la chance de te rencontrer, Julie. Je vais faire comme d'habitude, je vais pas te présenter, je vais te laisser te présenter et ensuite, on parlera de nos 3 axes habituels, c'est-à-dire pourquoi la Bretagne. Le deuxième axe, c'est quelle entreprise tu as. Et le troisième axe, c'est qui es-tu ? Qui est Julie ? Ok ? Ok. Je te laisse te présenter, toi et ton entreprise. Donc je m'appelle Julie Mistoufflet, je suis consultante SEO, experte marketing digital et formatrice. Et en fait, j'aide les indépendants et les TPME à être visibles sur Google finalement. Et à faire de Google leur commercial numéro 1 pour attirer des clients sans prospecter. Voilà. Va falloir qu'on discute après. Alors justement, ça intervient sur le lieu, parce que là tu nous dis ton activité, mais où es-tu basé en Bretagne et qu'est-ce qui a fait que tu sois venu en Bretagne finalement ? Je suis basée sur Combourg, donc entre Rennes et Saint-Malo. Et je suis pas bretonne d'origine, moi je suis arrivée en Bretagne, j'avais 21 ans à peu près, je suis arrivée pour mes études et en fait je suis jamais repartie. Parce que j'adore le territoire, j'adore l'identité, les valeurs qui en ressortent. Enfin voilà, dans ma famille maintenant on m'appelle la Bretonne. Le beurre doux c'est terminé quoi. Ah, c'est le, je sais plus, c'est le rugby aussi qui disait on ne naît pas breton, on le devient. C'est ça. Bah tu es devenu breton. Exactement. Et du coup tu es resté donc ça de 21 ans si je dis pas de bêtises, et tu as fait toutes tes études en Bretagne ou est-ce que tu as fait tes études avant et tu es venu après à tes études ? C'est moi qui dis une bêtise. J'ai fait mes études avant. En gros j'ai fait en fait moi initialement, je suis issue d'un BTS tourisme, donc tu vois, rien à voir avec le marketing digital. Donc j'ai fait un BTS tourisme et je suis arrivée en Bretagne, à Quimper exactement, pour une licence hébergement et environnement touristique. D'accord. Qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Non. Voilà. Et je suis restée, en fait, à la fin de ma licence, je suis restée en Bretagne pour travailler dans les établissements touristiques de Bretagne, du coup. Ok, mais alors du coup, Quimper, Combourg, t'as fait un... Ouais. T'as traversé toute la Bretagne. Après, je suis passée à Saint-Malo. Oui, j'ai un peu traversé. Mais du fait de ton métier ou parce que tu t'es dit, tiens, allez, let's go, je vais aller là ? Principalement du fait de mon métier. Ok. J'ai fait Quimper, Brest, Saint-Malo. Et j'ai descendu sur Combourg. Et je dirais, si on en discutait un petit peu hors caméra, c'est vrai que tu nous expliquais que tu adorais la Bretagne, surtout la culture, tout le côté fantastique peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce que te donne envie de rester aussi en Bretagne ? J'ai déjà les valeurs bretonnes, vraiment d'attachement au territoire, mais aussi un peu les valeurs de... Comment te dire ? Les valeurs vraiment de... Enfin, le breton est fidèle et loyal. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est vrai. Et donc, du coup, il y a vraiment ces valeurs-là qui me représentent et qui représentent bien qui je suis. Et aussi le fait d'être quand même très attaché à sa terre et du coup respectueux aussi un petit peu de sa terre. Parce que finalement, on se rend compte qu'en Bretagne, il n'y a pas très peu de papier jeté par terre, par exemple, ce genre de choses. Il y a des grosses valeurs écologiques. Et ça me représente aussi. Donc, c'est aussi un peu comme ça que je me suis identifiée à la Bretagne, quoi. C'est génial. La mer commence à nos pieds, quoi. Et de se dire on ne jette rien, voilà. Les fameux la mer commence ici, tu sais, le petit sticker par terre. Et c'est vrai aussi que le fait d'être à 15 minutes de la mer n'est pas désagréable. Exactement. Il y a aussi un petit peu de ça. Il y a un peu de ça. On dit ça. Nos chers viewers, comme on disait, de Paris, ne venez pas chez nous, venez en vacances. Ouais, c'est ça. Il pleut, c'est chiant. Il pleut. Bah, c'est ce qu'on disait ce matin sur l'interview. On a 4 saisons en Bretagne, mais ça, c'est une légende. Oui. Je pense que on n'est pas tous d'accord là-dessus. C'est ça. Et ben, merci pour le côté breton. Et je te dirais, je voudrais que tu ailles un petit peu plus creuser le sujet. C'est donc tu as fait tes études, tu es arrivé en Bretagne, mais donc tu as fait Saint-Malo, Quimper, Rennes un petit peu aussi. Un petit peu Rennes. Qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui a fait que tu aies créé que tu sois aujourd'hui en entreprise ? Alors j'espère que si tu as du temps, ça va être long. On est là pour ça, hein. Non, en fait, donc j'ai fini mes études sur Quimper. Mm-hmm. J'ai trouvé une saison touristique parce que du coup j'étais dans le tourisme. Okay. Et donc je suis devenue responsable de réception sur Quimper, dans un domaine 5 étoiles. Okay. Et après j'ai fait les saisons, donc les fameuses saisons été à la mer, donc en Bretagne, et hiver à la montagne. J'ai beaucoup voyagé aussi parce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 6 mois. Trop bien. Ouais. En Floride, j'ai travaillé pour Mickey à Disney World.
Oh là, tu vas faire des jaloux. Là, tu vas faire des On va en jaloux. reparler après. Mais... voilà. Et du coup, suite à ça, j'ai eu envie un peu de changer de vie, on va dire, Covid en fait, période de Covid. J'ai eu envie un peu de changer de vie. Et puis les horaires du tourisme, c'est bien, mais c'est quand même assez compliqué, contraignant. C'est-à-dire qu'on peut finir très tard et commencer très tôt. Et du coup, bon, à partir de 30 ans, on commence à penser vie de famille, ce genre de choses, et c'est un peu contraignant. Et donc j'ai fait une reconversion en fait en expertise marketing digital. D'accord. Et donc ça fait 4 ans que j'ai fait ma reconversion. Ok. Suite à ça, j'ai été prise dans l'agence dans laquelle j'avais fait mes études finalement. Et suite à ça, du coup, j'ai monté mon entreprise, donc il y a 1 an et demi à peu près. Ok. Voilà un peu l'historique. Alors, ça intervient aussi un petit peu dans qui es-tu, hein, parce que ça reprend ton... Je vais juste te poser la question plutôt, aujourd'hui, quelle typologie d'entreprise tu as et pourquoi cette typologie d'entreprise spécifique que tu as choisie du coup? Aujourd'hui, j'ai une auto-entreprise, Ok. donc entreprise individuelle, Mhm. et j'envisage peut-être, pourquoi pas, de changer un peu de structure et de passer en D'accord. SARL. Ok. Je sais pas encore, c'est un petit peu pour parler avec moi-même finalement. Ok. Parce que je travaille toute seule, mais pour une question de charge en fait, parce que du coup en auto-entreprise tu peux pas déclarer tes charges, et moi je commence à avoir pas mal de charges parce que je bouge un peu dans toute une partie de la Bretagne, Ouais. donc j'ai des charges, donc j'envisage peut-être de changer de statut. Donc je me suis dit, je me laisse 2 ans d'auto-entreprise et après je vois si je change ou pas. Alors, je te dirais, c'est un peu le principe de l'auto-entreprise. C'est ça. C'est se lancer, entre guillemets, avec le moins de contraintes possible pour se dire, ok, mon idée est bonne, j'arrive à la fructifier, et du coup, je passe en entreprise et potentiellement des salariés, potentiellement du développement. On te le souhaite. C'est ça, On c'est te un le peu souhaite. l'idée. Voilà. Donc là, oui, en termes de développement, tu as déjà une ligne stratégique, on va dire, sur comment développer ton entreprise. Ouais, c'est ça. Après, l'objectif second, ce serait éventuellement de faire grossir l'entreprise avec 1 ou 2 salariés / alternants. Ok. Donc j'avais pour tout te dire, j'avais potentiellement une alternante, que en fait j'avais pris quelqu'un en stage et ça s'est très bien passé. Je Ok. voulais la garder en alternance, mais du coup problème de budget, on n'a pas pu concrétiser l'idée. Mais ce serait peut-être l'idée, oui, à N+1, N+2 quoi. D'avoir quelqu'un. Tu fais de la formation aussi, du coup, je pense que c'est aussi vachement intéressant. Ça donne plein de motivation finalement d'avoir un élève, une élève qui ont peut-être un œil complètement différent du nôtre et qui peuvent nous apporter aussi à nous des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues, quoi. Totalement. Et puis prendre un peu une prise de hauteur que nous, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur, on n'a pas toujours, parce que c'est notre business et donc on est à fond dedans. Donc c'est bien C'est aussi ça. d'avoir quelqu'un de temps en temps qui prend un peu de recul parce que c'est pas son entreprise et que du coup il le voit d'une autre manière. Et puis l'âge aussi, mine de rien, on va pas se le cacher, quelqu'un qui a 10 ans de moins, forcément, a une autre vision. Donc c'est tout ça, l'idée de prendre un alternant ou une alternante. Et je me permets de te poser la question, comme je te disais, moi j'ai pas forcément préparé, j'ai pas voulu te connaître avant de notre interview, mais est-ce que, tu as évoqué ça, est-ce que tu peux, nous donner une information, si tu as la tête dans le guidon en tant qu'auto-entreprise, et comment tu le vis potentiellement au jour le jour finalement? Très bonne question. Ouais, hein, je te laisse la patate chaude. Ah bah merci hein. Comment je le vis au jour le jour? C'est bien, je pense, de prendre du recul et de prendre des vraies pauses. Et ça, j'ai découvert ça récemment parce que pour la première fois en 1 an et demi, je suis partie en vacances et j'ai tout déconnecté. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien et surtout ça permet au retour d'avoir d'autres idées et vraiment de repartir un peu avec de la chair nouvelle, on va dire, et des idées nouvelles. Donc ouais, je pense que c'est bien de prendre des pauses et du coup, je me force à vraiment bloquer mes week-ends et à pas travailler le week-end, sauf exception. Donc il y a quelques exceptions, mais normalement les samedis dimanches ils sont vraiment bookés pour profiter de ma famille, de mes amis, tout ça. Le bien-être aussi, ça passe à la fois pour le travail, mais ça passe aussi à ce qu'il y a en dehors du travail. Exactement, finalement. Ouais. Et alors, excuse-moi, tu allais dire quelque chose. Je t'en prie. C'est la question qui me vient, c'est aussi, est-ce que justement tu commences, ça fait 1 an et demi, 2 ans, on va dire, à peu près, est-ce que tu commences à trouver justement ton rythme pour à la fois te sentir à l'aise dans ton travail, mais aussi à la fois te sentir à l'aise en tant que Julie, quoi, finalement. Oui, ça commence à se faire bien, on va dire. Moi, je sais que je suis plutôt de l'après-midi. Il y a des gens qui sont très du matin, moi, clairement... Compliqué. C'est ça. D'ailleurs, merci pour l'interview de l'après-midi, ça m'allait pas mal. Nous, on s'adapte. Donc moi, je suis plutôt de l'après-midi, donc toutes les tâches pour mes clients qui vont me demander vraiment de la réflexion, d'aller... on en reparlera plus tard, mais mon métier est assez technique, donc d'aller dans la technique, ce genre de choses,
je me les garde pour l'après-midi. Donc entre 14h et 18h, je me suis calé des plages, j'ai appelé ça deep work, donc travail vraiment tunnel, on va dire. Et le matin, je vais gérer tous les mails, les appels téléphoniques, les visios, ce genre de choses. Et du coup, je commence mes journées vers à peu près 9h30, on va dire quoi. Parce qu'avant, pour moi, c'est compliqué. Voilà. Ça s'entend. Quitte à les finir un peu plus tard. Donc, à des périodes de travail, par exemple, je me suis rendu compte qu'entre 21h et 23h, j'étais hyper productive. Donc, je le fais pas tout le temps parce que c'est quand même compliqué aussi en termes, encore une fois, de vie. De famille. Ouais, exactement. Mais de temps en temps, ouais, je me bloque des créneaux comme ça où entre 21h et 23h, je m'enferme dans mon bureau et ça roule, quoi. T'as trouvé ton rythme qui, toi, te convenait, quoi. Ouais. Ok. Et justement, là, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ton métier. Nous expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que, et c'est pour ça que je te disais que ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est que techniquement, moi, je suis un expert dans mon métier qui est la gestion d'entreprise. Par contre, tout ce qui va toucher justement au digital, alors excuse-moi d'avoir un l'occasion entre guillemets un peu châtié, mais je suis une quiche. Donc c'est là où vraiment je pense que tu as vraiment une réelle valeur ajoutée pour toutes les entreprises. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus pour qu'on comprenne exactement toute la valeur ajoutée que tu peux nous apporter? Alors l'idée c'est de faire en sorte que le site de mon client remonte au-dessus du site de son concurrent quand tu tapes une recherche sur Google. Donc par exemple, je sais pas, tu vas taper demain perceuse sur Google, si le site de Leroy Merlin remonte par exemple, c'est pas de la magie, c'est pas du hasard, c'est vraiment de la technique, du travail, ce genre de choses, et en fait c'est mon travail de faire ça. Donc vraiment de faire en sorte que le site du client remonte au-dessus de celui des concurrents. Ouais, donc imaginons si demain tu travailles sur mon entreprise, moi mon site internet c'est truc bidule. Si je suis peut-être la 10e page, une bêtise, hein, toi ton travail ce sera de trouver les techniques pour l'algorithme finalement et que tu passes premier ou deuxième directement dès que tu vas rechercher tel ou tel mot dans l'entreprise, pour une entreprise. Exactement. Sachant que les techniques, alors Google n'a pas... on a l'habitude de dire que l'algorithme de Google, c'est comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. D'accord. Donc en gros, Google n'a pas dévoilé tous ses secrets, mais on a quand même une idée. Donc en fait, il y a certaines techniques, on sait que ça marche. Donc si tu veux, la première étape, c'est finalement de soulever le capot de ton site internet et de dire, bon bah ok, on fait un audit de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ce genre de choses. Et après, on met en place les optimisations. Voilà, tout simplement. Vas-y, pardon. Et il y a une autre partie aussi sur la fiche Google. Tu sais, la fiche Google Maps, quand tu tapes, je sais pas, restaurateur par exemple, il y a du coup des petites fiches comme ça. Ça aussi, c'est du référencement naturel et ça aussi, ça se travaille et du coup, tu peux remonter en fait au-dessus de tes concurrents. Donc il y a plein de techniques comme ça. Va vraiment falloir qu'on discute. Parce que j'en ai une, mais je suis même pas sûr de ce qui est écrit dessus. Hein, donc, oui, en effet, il faut qu'on discute. À ce niveau-là, vraiment, autant si on parle de besoin fond de roulement et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, sur cette partie-là, je suis vraiment pas doué. Donc c'est vrai que du coup, et c'est là où je me dis, c'est des métiers qui sont pas forcément très connus, si je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'ai appris ça finalement il y a assez peu de temps. Est-ce que c'est un sentiment de ma part ou est-ce que c'est quelque chose de réellement concret? Alors c'est vrai que c'est des métiers qui sont pas connus du tout et pourtant qui existent depuis bien longtemps parce que finalement Google ça a déjà plus de 20 ans maintenant, donc en fait c'est des métiers qui existent depuis un petit moment. Et en fait moi c'est ça aussi un peu ma valeur ajoutée, c'est que j'ai envie que mon client il comprenne ce que je fais. C'est-à-dire que c'est comme si toi demain t'allais chez le mécano, ta voiture elle marche pas, il soulève le capot, il bidouille 2-3 trucs, il le referme, ça fait 3 000 €. T'es content, ta voiture elle roule, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que t'as payé, enfin voilà, c'est un peu frustrant. Et donc moi l'idée c'est aussi de montrer à mes clients ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on a modifié, ce genre de choses. Et en fait il y a du coup un gros travail un peu de vulgarisation et d'explication dans mon métier aussi. Bah après, je vais reprendre exactement le même parallèle. Moi, c'est vrai que mon mécano, je me suis intéressé un petit peu à la mécanique. Et aujourd'hui, quand tu vois, et c'est pour ça que je fais ce parallèle-là, quand tu vois les moteurs aujourd'hui, c'est un cache-moteur. Et moi, tu peux m'expliquer ce que tu fais, tu peux essayer de me faire comprendre ce que tu fais. Maintenant, t'as beau m'expliquer, j'aurais toujours besoin d'un mécano. Pour moi, c'est un peu le même principe. C'est même si tu vas m'expliquer, je serais très content de le comprendre. Mais je suis pas capable de le faire, quoi, en fait. C'est pas mon métier. Il y a des gens qui peuvent être capables de le faire, entre guillemets, même si c'est sûr que c'est mieux quand même de le sous-traiter à quelqu'un qui a l'habitude. Et puis il y a aussi l'autre casquette, c'est que quand on a une entreprise et qu'on travaille pour soi, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc en fait, c'est bien aussi de le sous-traiter à quelqu'un qui a le temps, puisque c'est son travail de le faire. Et donc comme ça l'enlève un peu de la to-do list, quoi. C'est un peu genre, bon, bah le SEO c'est fait, ça c'est bon. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Disons que c'est un travail sur le long terme, mais au moins là, pour 3-4 mois, je suis tranquille. Et en fait, c'est un travail de long
longue haleine aussi, parce que ça peut être assez long à être mis en place. En général, on dit que le SEO, c'est à peu près 3 mois avant que ça remonte. Donc c'est pour ça aussi, c'est un peu ça, c'est qu'il faut que le client comprenne aussi que c'est pas des résultats immédiats, comme la publicité par exemple, où tu mets une pièce et donc du coup tu arrives en premier sur Google. Là, c'est un peu plus long, mais en même temps, c'est un peu comme un jardin en fait, où bon, bah, tu vas y mettre du temps et tout, mais au final, derrière, tu vas récolter des fruits pendant plusieurs années. Et bah, c'est exactement ça. Ça peut prendre un peu de temps, mais derrière, par contre, les effets sont beaucoup plus pérennes, quoi. Ok, d'accord. Moi, là, je te dirais bêtement, pour moi, une fois que les choses sont faites, bon, bah, normalement, c'était censé aller relativement vite. Donc, c'est vraiment un travail qui se met... sur le long terme. Sur le long terme. Et encore une fois, là, je te pose vraiment la question, c'est que j'entendais aussi que bah, y a aussi des recherches. C'est-à-dire que bah, ça ne matche pas forcément du premier coup. Donc, quel est le travail justement à ce niveau-là que toi tu mets en place pour te dire, ok, on a testé par exemple ce mot, ce lieu ou quoi que ce soit, ça n'a pas spécialement marché. Qu'est-ce que toi tu mets en place dans ces cas-là ? Alors, on fait ce qui s'appelle un audit sémantique. C'est un gros mot. Tout simplement, on prend une liste de mots-clés. Okay. Donc on a soit fait nous-mêmes, donc un peu en mode brainstorming, soit avec du coup le client qui lui connaît bien ses clients, donc il sait ce qu'il recherche, ce genre de choses, et en fait on cherche si ce mot-clé là il est recherché ou pas, donc en gros s'il y a un gros volume de recherche ou pas. Moi j'ai l'habitude de dire, donc je fais de la formation, et j'ai l'habitude de dire à mes élèves, si vous placez sur chocolatine et que le client il cherche pas au chocolat, vous allez pas remonter. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bah, c'est exactement ça, c'est de se dire ok, que recherchent mes clients à l'instant T. Et surtout, est-ce que c'est difficile aussi de se positionner sur ce mot-clé-là ? Parce que le SEO, c'est aussi un petit peu une guerre. C'est-à-dire que du coup, moi, je vais remonter au-dessus, mais bah, du coup, le concurrent, il va remonter encore, et ainsi de suite. Donc voilà. Et chercher peut-être des mots-clés qui sont moins difficiles à se positionner. Donc par exemple, quand tu es restaurateur, mettons, restaurateur, tu vas taper restaurant, et ben c'est plus difficile de se positionner sur un restaurant que sur restaurant Quimper, ou restaurant Quimper bord de mer. Et donc en fait, ça compte comme un mot-clé. Restaurant Quimper bord de mer. Oups. Petite mouche. Désolé. Pas de souci. Restaurant Quimper bord de mer, ça compte comme un mot-clé. Et ce mot-clé-là, du coup, te permet de te positionner devant. Et donc, du coup, en plus, c'est un trafic qui est assez qualifié parce que quelqu'un qui tape restaurant Quimper bord de mer, il y a plus de chances qu'il réserve un restaurant que quelqu'un qui tape juste restaurant dans sa barre de recherche, quoi. Oui, bah dit comme ça paraît logique. Voilà. mais tout ça, voilà. Ouais, donc il y a vraiment quand même toute une recherche déjà avant même de mettre en place le site avec les mots qui conviennent. Il y a la recherche de ces différents mots finalement. C'est ça. Ok. Qui évite justement cette fameuse phase de test du bon, on a testé ce mot-là, ça marche pas, on va en tester un autre qui nous font peut-être un peu perdre du temps. Déjà que le SEO c'est long, donc en plus si on peut gagner un peu du temps là-dessus, voilà. Ouais, il y a quand même certains mots sur certaines activités d'entreprise qui reviennent de façon récurrente, quoi. C'est ça. Eh ben, au moins on sait déjà un petit peu plus ce que c'est que tout ça. Et alors tu disais que c'était essentiellement sur Google, mais est-ce que ça peut fonctionner sur d'autres plateformes ? C'est la question que je me posais. Oui, tout à fait, ça peut fonctionner sur Bing, ça peut fonctionner sur Yahoo, ça peut fonctionner sur plein d'autres choses. Ok. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu poses la question parce que l'intelligence artificielle, du coup, va modifier un petit peu toutes ces choses-là, puisque du coup, maintenant, avec ChatGPT, ce genre de choses, en fait, le but, ça va être d'être la personne qui est citée dans ChatGPT. Donc, il va falloir travailler un peu tout ça aussi. La personne qui est citée dans le ChatGPT, il faut que tu m'en dises plus. Demain, tu veux faire un gâteau au chocolat. Ouais. Comme la plupart des 20-25 ans, tu ne cherches plus sur Google, tu demandes à ChatGPT. Ok. Tu vas taper comment faire un gâteau au chocolat. Il va te sortir une recette de gâteau au chocolat. Normal. Ouais. Après, tu peux lui dire quelle est ta source. Et ben en fait, cette source-là, c'est aussi du référencement naturel. Ah voilà. Oui, on va chercher loin là quand même. Mais du coup, en fait, l'intelligence artificielle modifie aussi tous nos habitudes, ce genre de choses. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut commencer un peu à se mettre dessus, nous en tant que référenceurs. Parce que en fait, maintenant, la plupart des recherches vont se faire aussi un peu comme ça. Bah, une grosse partie, oui. Clairement, c'est l'objectif de l'IA. Clairement. Ok, donc finalement, si moi je venais à faire appel à tes services ou à d'autres personnes qui font du SEO, techniquement, faut pas que je m'arrête en ce que je connais, finalement. Alors bon, on en discutait un petit peu, moi les réseaux sociaux, je suis pas bon, mais pour quelqu'un même qui a une certaine connaissance d'Instagram, TikTok, Google, LinkedIn, ce genre de choses, finalement, ce n'est plus que ça qui intervient dans la balance. Il va falloir aussi réfléchir à comment se mettre en place sur Claude, sur ChatGPT, sur Gemini, sur ce genre de choses. Exactement, c'est ça. Ok. Eh ben bon courage.
Tu vois, j'ai beaucoup de travail. Mais Ah oui, les je journées me sont doute. bien chargées. Mais justement, en moyenne, combien de temps tu passes? Parce que je me dis, ok, c'est finalement que de la réflexion, mais cette réflexion-là, on l'a pas en 2 secondes, quoi, ça apparaît pas tout seul. Combien de temps tu passes si, par exemple, tu as un de tes clients qui te dit, j'ai besoin d'être référencé de la meilleure manière. Entre le moment où te le lis ou le moment où toi tu t'es dit c'est ce mot-clé-là, c'est ces choses qui vont lui permettre de fonctionner, combien de temps tu mets toi? Alors, la réponse type du référenceur, c'est ça dépend. Vraiment, Ok. c'est. Voilà. Donc, du coup, ça dépend. Ça dépend du site, ça dépend de s'il a beaucoup de concurrence, ça dépend du nombre de pages qu'il y a sur son site. Ok. Donc, ça dépend de plein de choses. Mais déjà, pour te donner un ordre d'idée, le fameux audit sémantique dont on parlait, donc les mots-clés, un audit sémantique, c'est entre une demi-journée et une journée pour le faire. Ah oui. Ouais, donc Quand entre même. 4 et 7 heures à peu près. Voilà. Ouais, donc faut compter ça aussi avant même de savoir comment on va le monter, quoi, finalement. Exactement, c'est ça. Ok. Et un audit, donc en gros, on lève le capot, on regarde ce qui marche pas, même sans toucher tout de suite. En fait, vraiment, on regarde ce qui marche pas. Ce qui marche pas. En fonction du nombre de pages de site, ça peut mettre entre 3 et 5 jours. Ok. Donc c'est un gros travail de fond. Oui. Mais ce travail de fond-là, on va dire qu'en fait, on le garde entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire que l'audit sémantique, on considère qu'il est valable pour un site internet entre 2 et 3 ans. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne un plan d'action, en fait, qu'on peut décliner, du coup, sur 1 an, 2 ans, avec Oui. vraiment les actions à faire, quoi. Ok. Voilà. Et toi, est-ce que tu fais, entre guillemets, du one-shot? C'est-à-dire que tu interviens une fois et puis ton client, il va revenir te chercher peut-être 1 an ou 2 après? Ou est-ce que tu fais plutôt... on essaye de continuer justement dans le temps pour être toujours, entre guillemets, le mieux référencé, finalement? Alors l'idée, c'est quand même de continuer dans le temps. Évidemment, il y a des Je prestations m'en doutais one-shot. un petit peu, c'est pour ça que je te posais la question. Évidemment, il y a des prestations one-shot. Il y a des clients qui me demandent que des audits, par exemple, et eux font par eux-mêmes. Mais c'est ce que je te disais, quand on est entrepreneur ou qu'on a une entreprise, en fait, ça fait partie des tâches qui sont un petit peu mises de côté. Ok. Et je sais d'expérience que, par exemple, j'ai des clients qui m'ont demandé des audits et en fait, les optimisations n'ont jamais été mises en place, donc c'est un peu D'accord. dommage. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais un appel visio à 3 mois à peu près après avoir D'accord. rendu l'audit. Comme ça, on fait le bilan avec les équipes et ça leur permet un peu de se remettre sur les rails et de se dire, ah oui, ça, faut pas qu'on oublie de le faire. Donc Ok. voilà, ça c'est pour la partie one shot. Et sinon il y a des prestations, c'est un contrat un peu mensuel où tous les mois je vais travailler une journée et demie sur le site internet et en fonction de l'audit de ce qui est ressorti, en fait on met les actions en place, quoi. Ok. Ouais, donc Voilà. là, tu es la prestataire qui permet à l'entreprise, comme tu disais tout à l'heure, de se décharger de ça Totalement. et d'être sûr que on soit toujours au top du top, soit au niveau Exactement. du référencement. Ouais. Quoi. Sachant qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus concurrentiels que d'autres. Mhm. Je pense notamment au secteur du tourisme, donc là c'est vraiment la guerre. L'hôtellerie, Ok. les campings, ce genre de choses, là du coup faut vraiment être au top et du coup ça demande beaucoup de travail pour ça, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Parce que là, je voulais passer à la partie formation. Justement, tu étais formatrice aussi. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose en plus avant qu'on aille sur ce sujet-là? Disons qu'en fait, il y a des gros. C'est compliqué quand on est un petit indépendant de se positionner face aux gros groupes. Tu sais, dans le tourisme, D'accord. il y a beaucoup de gros groupes. Oui, On pense mhm. à Capfun, Maeva, ce genre de choses. Et du coup, eux, ils ont une batterie de marketeurs en interne. Donc, du coup, il y a des campings qui essayent un peu de se mettre. Mais c'est possible. J'ai des campings, j'accompagne des campings Ok. là-dessus. Donc, c'est totalement possible. Mais c'est sûr que là, on sort vraiment les armes et on sait qu'on y va en mode commando, quoi. Mais après, c'est peut-être aussi des challenges vachement sympas. C'est super chouette à faire. C'est ça. Moi, j'adore. C'est ça, il y a aussi le challenge de se dire, regardez, ok, je suis pas Capfun, mais Mais là, je fais on du est bon, quoi. positionné, quoi. Je fais du C'est bon quand même, quoi. Exactement. C'est top. Mm. Et du coup, je voulais passer sur la partie formation. Alors, tu es formatrice dans différentes structures. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça rejoint aussi le SEO, finalement. Oui, tout à fait, ouais. Oui, je suis formatrice pour des élèves du coup de niveau BTS à master, Mhm. mais aussi pour des entreprises, donc je fais des formations en entreprise, et je fais aussi des coachings individuels et des masterclass, donc tu vois, j'ai une grosse partie formation. Ouais. C'est un choix. Ouais. Pour en faire aussi, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais c'est toujours un peu dans mes valeurs à moi de me dire, en fait, il faut que le client comprenne et du coup, il faut que... c'est une passation d'informations qui, pour moi, est importante de ne pas rester à travailler toute seule dans mon coin, en mode geek avec la capuche, tu sais, comme ça. Voilà, c'est vraiment... Le Red Bull. Voilà. Oh, on ne cite pas de marque, pardon. Donc c'est aussi l'idée aussi pour moi de sortir finalement de ma grotte de geek pour aller transmettre finalement cette connaissance-là. Pour moi, c'est hyper important. Et du coup, ça fait partie de mes valeurs en fait aussi. La transmission Ouais, la de transmission. connaissances. Exactement. Ok, ça on se rejoint là-dessus, je trouve que c'est assez exceptionnel. Mais c'est mon avis. Et du coup,
Donc la partie formation, la partie SEO, est-ce que tu as d'autres branches peut-être ou plus ça y est là on est déjà bien. On est déjà bien. Je fais un petit peu de réseaux sociaux, mais vraiment un tout petit peu. Ok, voilà, Instagram, TokTok, tout ça. Voilà, exactement. Moi je les utilise pas du tout. Donc, mais donc ouais, il y a quand même aussi cette partie-là qui. Est-ce que utiliser ces réseaux-là, est-ce que ça fait aussi partie du référencement qu'on peut avoir sur une entreprise ou c'est vraiment deux réseaux différents? Google ne prend pas en compte tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas accès. Puisqu'en fait, pour accéder à un réseau social, il faut rentrer son mot de passe. Ouais. Le robot n'a pas d'accès, n'a pas de mot de passe, n'a pas de profil. Donc Google ne prend pas en compte tout ça, heureusement. Pas encore en tout cas. Ouais, pas encore. Du coup, Google ne prend pas en compte tout ça. Mais on sait quand même que d'expérience, avoir un réseau social permet aussi... En fait, ça fait un peu une preuve sociale, si tu veux. Et la preuve sociale, du coup, fait remonter sur Google. Donc c'est un peu deux réseaux qui travaillent ensemble, finalement. Et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler les deux et que je garde un petit pied réseaux sociaux, on va dire, pour ça, quoi. Ça crédibilise, finalement. Exactement. Ok, ouais. D'accord. Eh ben, je te remercie. Voilà. Eh ben, alors... Je sais pas si les gens ont remarqué depuis tout à l'heure, mais t'as une veste rouge. Potentiellement, il y a peut-être une raison. Je dis ça comme si je savais pas. Donc là, on en arrive un petit peu à la partie qui es-tu, mais tu es aussi une personne, hein, tu es Julie, mais tu as aussi ta façon à toi de te démarquer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc du coup, je suis la fille en rouge et j'ai nommé mon entreprise comme ça. Donc je suis la créatrice de l'entreprise La Fille en Rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, ça a toujours été plus ou moins ma couleur. J'adore le rouge. Ça correspond un petit peu aussi, je sais pas si tu connais la méthode DISC. Si, tout à fait. Voilà. Donc du coup, sur la méthode DISC, il y a plusieurs profils, et du coup, le rouge, c'est les personnes qui sont un peu fonceurs, très peps, voilà, ouais, tout ça. Clairement. Et ça correspond en fait vraiment à ma personnalité. Et du coup, je voulais que ça ressorte aussi dans ma marque, du coup, voilà, La Fille en Rouge. Et du coup, sur mes réseaux sociaux, je communique en rouge. Enfin, tout est tourné un peu, pas que du rouge, mais tout est tourné autour. Ouais, c'est aussi ta patte, c'est aussi de montrer que s'il y a une fille en rouge, c'est moi. Exactement. C'est ça. Ok. Et justement, marketingment parlant, ça te permet aussi de te démarquer, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Ok. Et j'ai eu une collègue entrepreneur au téléphone il y a quelques semaines qui m'a dit « Ah là là, j'ai vu une veste rouge dans les magasins, j'ai pensé tout de suite à toi. » Donc comme quoi, ça fonctionne bien. Mais... psychologiquement, je pense qu'on pourrait même faire une autre interview juste sur ce sujet-là. C'est là, du coup, ça permet effectivement de te dire « Ah bah oui, si j'ai besoin d'un SEO, la fille en rouge, let's go, quoi. On n'en parle plus. » Ça permet de pouvoir se positionner peut-être plus facilement. Moi, je sais pas si ça t'a aidé ou t'as pas encore de retour à ce niveau-là. J'ai pas eu encore de retour à ce niveau-là, mais je compte quand même dessus. Et puis, ça me facilite clairement le travail pour moi en termes d'identité de marque. Donc, en gros, de me dire, ok, comment je positionne ma marque, sur quoi, ce genre de choses. Ok, la fille en rouge, en fait, la réponse, je l'ai déjà, quoi. Donc let's go, on fonce dessus, quoi. Exactement. Et comme je suis rouge, je fonce. Let's go. Moi, je suis plutôt bleu. Oui, ça m'étonne pas trop, conseillère, justement. Logique. Alors, j'ai pas le sweat à capu, j'ai mes petites lunettes comme ça. Donc, ok. Et, du coup, maintenant, la dernière phase, entre guillemets, de notre interview, c'est qui es-tu? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneuse, en fin de compte? Et comme je te le disais, je travaillais en agence avant de devenir entrepreneur. Et en fait, j'avais envie de porter mes valeurs à moi, qui correspondaient pas forcément aux valeurs de l'agence. Et cette valeur vraiment d'apprentissage, de montrer un peu qui je suis, mais surtout d'apprendre en fait mon métier et de faire que mon client comprenne, ça me tenait vraiment à cœur. Dans les grosses agences, il y a une partie un peu où on fait de la magie, on donne des résultats aux clients et on s'arrête là. Et moi, clairement, ça me dérange. Donc je me suis dit, pourquoi pas porter mes valeurs, ma marque, et en fait travailler finalement pour moi. Et c'est ce qui a fait, au fur et à mesure aussi des rencontres, parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, parce qu'il y a toujours cette petite peur avant de se lancer, est-ce que je vais réussir à en vivre? Voilà. Et j'ai rencontré aussi des entrepreneurs qui m'ont dit que pour eux ça se passait très bien, qu'ils avaient réussi à en vivre, que voilà. Et donc au fur et à mesure, c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur, donc je me suis lancée en janvier 2024. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, pas de regret? Aucun regret. Aucun regret. Clairement, c'est des montagnes russes, mais du coup... c'est justement la question que j'allais te poser. Voilà. Mais du coup, le haut de la montagne russe compense clairement le bas de la montagne russe. Ouais, je pense qu'on a... Alors, tu m'arrêtes tout de suite si je dis une bêtise, mais je pense qu'on a tous connu ça en tant qu'entrepreneur. Il y a des jours, on est au fond du trou, on se dit, mince, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, est-ce que je vais y arriver ou quoi que ce soit.
et des moments fastes où on se dit on a réussi le contrat, le client est content, j'ai réussi à donner ce que je pouvais et tout le monde est heureux, quoi. C'est ça. Donc ouais, je pense que tout le monde a ce petit truc là, quoi. Et puis même dans les journées où on est au plus bas, juste un coup de fil peut tout changer et d'un coup ça devient la meilleure journée du mois, quoi. Exactement. Et ça c'est très chouette. Moi en tout cas. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je te disais, moi en tout cas, vraiment ça me fait vibrer, quoi. Ok. Et du coup, justement, je me permets de revenir un petit peu sur la partie entreprise, pour le coup. C'est que tu disais tout à l'heure, le SEO, c'est aussi une façon de faire de la prospection sans en faire. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce que j'ai toujours un peu de problème, moi je suis toujours à l'ancienne, entre guillemets, téléphone, se déplacer, le réseau, le bouche à oreille, façon de parler. C'est vrai que cette partie-là, je la maîtrise peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement là-dessus? Et bah, l'idée c'est de se dire que finalement c'est ton site internet qui travaille pour toi. Et à partir du moment où il est bien construit et où il remonte sur les bonnes requêtes, les clients ils vont venir naturellement. Parce qu'il y a forcément des gens, des prospects, donc des clients potentiels qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes services et qui te trouvent pas, mais qui tapent sur Google par exemple, tu vois. Ok. Contrôleur de gestion, ce genre de choses. Et donc en fait, à partir du moment où le site est bien construit et où il remonte sur les bonnes requêtes, et ben il peut travailler pour toi. Et moi j'ai plein d'exemples d'entrepreneurs dans mon entourage qui sont bookés et qui me disent mais en fait mon site internet me ramène tous mes clients, quoi. J'ai plus besoin de faire de la prospection. Ok. Donc c'est pour ça en fait que je dis que Google peut devenir ton commercial numéro 1, c'est qu'au bout d'un moment t'as plus besoin de décrocher ton téléphone, et en tant qu'entrepreneur on sait que c'est vraiment enfin pour moi en tout cas c'est la tannée, quoi. T'inquiète. Voilà. Je pense que dans les commentaires on va avoir oui, nous aussi. Mettez-nous un commentaire si vous nous soutenez. C'est ça. Donc vraiment pour moi c'est la tannée, et du coup de se dire bon bah ok, que mon site internet travaille pour moi et que du coup ce soit assez clair aussi, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut que le site internet soit assez clair, les prestations bien listées, qu'on sache exactement pour qui c'est pas, enfin voilà, attirer les bonnes personnes au bon moment. Et ben tout ça le site internet est capable de le faire, mais il faut évidemment mettre des choses en place, la partie tunnel on va dire de vente ou de conversion, voilà, et surtout le SEO pour faire remonter, parce que par contre vous pouvez avoir le meilleur site internet du monde. C'est ce que je dis à mes élèves, vous pouvez avoir le meilleur site internet du monde, si personne ne va dessus, il sert à rien, quoi. C'est la communication finalement. C'est exactement ça. Moi, c'est mon ancien prof de communication qui m'avait dit ça. De toute façon, tu peux avoir l'idée du siècle. Si personne n'est au courant, bah, il n'y a que toi qui le sais. C'est ça, c'est une super idée, mais... Voilà. Donc oui, ton métier finalement, ce sera de diffuser, entre guillemets, sur un maximum de personnes les produits, services de tes clients. Ouais, d'utiliser Google et les autres canaux finalement de communication pour faire en sorte en fait que votre idée, donc la meilleure idée du monde, soit vue par le plus de personnes possible et surtout par ceux qui recherchent, quoi. Ok. Top. Moi, j'ai pas d'autres questions. J'en ai toujours une dernière, hein, t'inquiète pas, hein, sinon c'est pas drôle. Mais est-ce que tu as, tu voudrais peut-être appuyer sur quelque chose, sur qui tu es toi ou On n'a pas trop parlé des formations, du coup. Ok. On a fait une petite... Un petit aparté, effectivement. Donc oui, je forme des élèves, et c'est surtout sur ça que je voulais insister, des élèves de niveau BTS à master, et pour moi c'est important parce que c'est la nouvelle génération. Oui. Et qu'ils nous apprennent finalement, j'ai l'impression, autant qu'on leur apprend. C'est-à-dire que nous on arrive, on leur apporte la théorie, on leur apporte comment ça marche, ce genre de choses, et eux en fait ils ont des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de faire et ce genre de choses, et je trouve ça hyper intéressant de bosser avec cette génération qu'on appelle la Gen Z. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, génération Z. Oui, en gros. Ok. Voilà. Pas d'anglicisme. Et qui vraiment ont des manières de faire et tout, et je pense que cette génération-là va bousculer les codes du travail quand ils vont rentrer sur le marché du travail, parce qu'ils ont des nouvelles habitudes. Et je trouve ça hyper intéressant de travailler avec eux, quoi. Enfin moi j'apprends tous les jours avec eux, ils me bluffent à chaque fois, et du coup c'est intéressant pour moi de leur apporter la théorie, la pratique, mon expérience et tout, mais qu'eux m'apportent leur fraîcheur aussi, vraiment. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, et puis tu sais, c'est aussi beaucoup d'énergie, mais en fait on en ressort vraiment grandi, quoi. Clairement, fatigué mais grandi. Fatigué. Fatigué aussi. Mais c'est vrai que oui, je te rejoins sur ce que tu disais, c'est qu'il y a des fois, moi je suis dans mon cours où on fait un exercice avec les élèves, et puis à un moment il y a un élève qui pose une question, qui va essayer de réfléchir sur quelque chose, où on se dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. C'est ça. Alors que c'est eux qui, comme tu dis, c'est eux qui vont nous apporter aussi notre façon de faire.
La gestion, ça fait 50 ans que c'est comme ça changera pas. Ça changera pas grand-chose. Mais effectivement, il y a une vision des choses, des stratégies qu'ils peuvent mettre en place qui est totalement différente de la nôtre. Et je suis d'accord avec toi. Et même en termes de travail aussi, de façon de faire le travail. Forcément, avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup de... Voilà. Mais surtout de... Vaste débat. Voilà, c'est ça, vaste débat. Mais surtout de façon de voir le travail dans le sens les horaires, ce genre de choses. Hein. Vraiment, moi, je trouve que c'est une génération qui est passionnante. Et j'ai hâte, entre guillemets, qui rentrent sur le marché du travail et qui viennent un peu bousculer tous les codes très normés que l'on a aujourd'hui. Exactement, ouais. Ok, moi j'appréhende un peu. Ouais. C'est justement, je suis un peu à l'ancienne, entre guillemets, hein, et je me dis des fois, ça va clairement faire de la fraîcheur, il va y avoir un virage, mais je suis encore... je me pose des questions. Je me pose des questions et je sais pas encore si ça va être le virage exceptionnel que je pense que ça va être, ou si justement va pas y avoir des petits couacs de temps en temps, et tous les virages ont eu des couacs, hein, clairement. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous apporte aussi peut-être, et je dis encore une fois, c'est un avis là pour le coup, mais ça nous apporte aussi une autre façon de penser qui nous dit mais arrête d'être un vieux... Hein. Totalement. Voilà. Et oui, t'as pas la science infuse et tout le monde peut t'apporter, quoi. Donc la Gen Z, c'est ça ? La Gen Z, ouais. Ok. Là, je fais vieux. Là, j'ai pris un coup de vieux. Merci, Julie. Donc la Gen Z, ouais, clairement, c'est peut-être l'avenir qui va nous permettre de trouver d'autres solutions. Moi, premier cours, c'est sûr, j'ai pris une grosse claque. Hein, parce qu'en fait, d'un coup, il y a vraiment un décalage de génération. Puis nous, on se voit pas vieillir. Donc on se dit, ça va, je suis encore dans les tendances et tout. C'est ça. Pas du tout. Alors, quand on parle de Britney Spears... Déjà, ils ont pas les mêmes références, donc voilà. C'est ça. Mais oui, même si, en fait, il y a quand même clairement un clash des générations, je pense qu'ils ont quand même cette fraîcheur, voilà, c'est ça, c'est cette fraîcheur à nous apporter. Et le fait qu'ils cassent les codes et que même en termes de... Enfin, ils sont beaucoup plus exigeants dans le monde du travail. Et ça peut peut-être pas nous faire de mal, quoi. Plutôt que de nous plier un peu, nous, aux exigences, eux, ils arrivent et ils imposent un peu leurs exigences. À voir jusqu'où ça va nous mener, mais... On verra bien, hein. L'avenir nous le dira. C'est ça. Ok, je te remercie. Merci à toi. Alors, moi, généralement, la dernière question que je pose, c'est, on l'a quasiment fait, mais détourné, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, à laquelle tu aurais voulu répondre ? Mais... Du coup, non. Voilà. Merci de l'invitation, merci beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de vous remercier, c'est normal. Toi et toute l'équipe d'entreprise pour l'invitation. Gilda, la technique, hein, qui nous fait coucou comme ça. Et Yannick, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait totalement aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour notre chaîne. Donc merci beaucoup, en tout cas, de l'invitation. C'était hyper agréable d'être avec vous. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, comme on disait, on va remercier Gilda, la technique. N'hésitez pas aussi à aller sur notre Tipeee si vous souhaitez faire des dons. Et donc, likez, partagez. Et du coup, Gilda me parle, donc je suis un peu... Donc, je vais la refaire. Donc, merci Gilda, toujours. N'oubliez pas, si vous avez besoin, si vous avez envie de nous soutenir, nous avons un Tipeee. Likez, commentez, partagez la vidéo. Nous sommes aussi sur Apple Podcasts et Spotify. Merci encore à toi, Julie. Merci à vous et une très belle journée. Merci d'avoir suivi cette interview sur la chaîne Entreprise. Merci beaucoup.